Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes extrêmement contents d'avoir pu organiser en fait cette session d'un texte mathématicien ici à Amiens. Donc c'était une organisation qui nous a pas mal occupés. Plus fort. C'est une organisation qui nous a pas mal occupés et donc elle a pu se faire grâce au concours d'abord de la SMF qui a proposé d'organiser l'exposé ici. Aussi de tous les services de l'université, du rectorat qui avec ses réseaux a réussi à solliciter en fait la participation de collègues du secondaire qui sont venus avec leur classe. Je remercie aussi tous les services de l'université, le service communication, le service technique du pôle cathédral qui nous accueille. Et je vais laisser la parole à Fabien Durand, notre collègue Fabien Durand du LAMFA. Le LAMFA, c'est le laboratoire de mathématiques d'Amiens, l'UMR CNRS qui co-organise cet événement. Fabien est notre collègue direct, mais c'est aussi actuellement le président de la SMF. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Fabien Durand. Donc, comme vous êtes un jeune public, pour certains moins jeunes, mais les moins jeunes connaissent la SMF, je vais prendre juste une minute pour vous expliquer ce que c'est et ensuite vous expliquer le contexte de ce cycle de conférences dans lequel on a la chance d'accueillir Timothy Gowers, que je vais présenter à l'issue de mes 2 minutes de parole. Donc, la Société mathématique de France, SMF, c'est une société savante, donc c'est une association. Elle a 150 ans cette année. Elle a été créée à l'issue de la Première Guerre avec les Allemands, c'est-à-dire 1870. Et au départ, c'était surtout une association de chercheurs qui était dévouée plutôt à la recherche en mathématiques. Et puis petit à petit, au fil des années, c'est surtout les 30 à 40 dernières années, elle s'est ouverte aux thématiques qui la touchaient de près, à savoir l'enseignement, la diffusion grand public, les droits humains et bien d'autres choses encore. Nous sommes un éditeur de livres qu'il vous serait difficile de lire, puisque c'est plutôt au niveau, on va dire, Master 2, doctorat et au-delà. Et donc dans cet élargissement de nos activités, il a été créé, je crois, il y a 15 ans, le cycle Un texte, un mathématicien, qui a lieu en janvier, il y a 4 éditions par an, janvier, février, mars, avril, à la Bibliothèque nationale de France. C'est dans le sud de Paris. Et plus récemment, les collègues présidents ou les gens du conseil d'administration de la SMF se sont dit que ce serait bien de faire voyager ce cycle, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les lycéens parisiens ou que les collègues parisiens qui puissent y assister. Donc lorsqu'un chercheur accepte de donner un tel exposé, ils sont prévenus qu'ils risquent d'avoir des problèmes de train. Ce matin, il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé malheureusement entre Longo et Amiens. Et Monsieur Timothy Gowers a été bloqué, tout comme mes collègues qui arrivaient de Paris. Mais en tout cas, ils sont prévenus. Et en Clermont-Ferrand, on organise régulièrement. Et donc, le chercheur fait son exposé à la BNF et ensuite il se déplace en province pour vous en faire bénéficier. Donc, je vous remercie, vous, élèves ou étudiants, de venir, parce que la réussite aussi, c'est que vous soyez là. Et puis, les enseignants, les inspecteurs, l'université, etc. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur ici, à l'université de Pierre-Jules Verne, et il se trouve que, en ce moment, je suis aussi le président de la Société mathématique de France. Et donc, sans plus attendre, donc je vous présente, mais peut-être que vos professeurs aussi vous l'ont présenté, Timothy Gowers, qui est professeur à Cambridge University, mais également au Collège de France. Et puis, il est Medal Fields. Je pense que tout le monde sait ce que c'est ici qu'une Medal Fields, donc je ne vais pas vous le dire. Si vous demandez à votre camarade d'à côté, la probabilité qu'il le sache est très forte. Et donc, Timothy, je te donne la parole. Et oui, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Alors, levez la main dans un premier temps, et si on ne vous voit pas, eh bien, dites « j'ai une question ». OK ? Ouais. Bien, merci beaucoup pour cette invitation ou cette réinvitation. J'ai donné la première version de cette conférence il y a 3 ans à la BNF. Et on m'a dit qu'il fallait choisir un texte
Et on parlait aussi, on parlait un peu des mathématiques. Et j'ai réfléchi et j'ai décidé de choisir un texte de George Polya, un mathématicien hongrois. Et je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Et pourquoi pourquoi pour moi c'était un choix approprié. Donc je vais commencer avec un problème que je pense que tous les mathématiciens ont. Et c'est que il est clair pour nous que la résolution des problèmes est une activité importante et utile pour la société. Et j'ai consacré toute ma vie à le faire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner. On peut bien sûr enseigner des façons de résoudre des problèmes très spécifiques, par exemple résoudre des équations quadratiques ou choses comme ça, mais trouver des preuves, des théorèmes, c'est plutôt un art. Et je veux l'enseigner, j'ai des étudiants, des doctorants par exemple, mais c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Une réponse est qu'on peut dire qu'il y a des gens avec le talent mathématique un peu mystérieux et il y a des gens qui ne l'ont pas. Si on a le talent, on va apprendre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on va apprendre comment résoudre les problèmes et sinon, on ne va pas apprendre. L'autre hypothèse est que peut-être il y a une méthode plus systématique pour trouver des solutions aux problèmes des mathématiques. Moi, je crois plutôt à la deuxième possibilité. Et je vais essayer de vous convaincre, mais je ne vais pas forcément réussir. Mais voilà. Mais d'abord, je vais présenter des raisons à penser que ça pourrait peut-être pas être possible. Alors, dans les années 30, deux mathématiciens, Alonzo Church et Alan Turing, ont découvert qu'il n'y a pas une méthode systématique pour résoudre des problèmes des mathématiques. Ou plus précisément, il n'y a pas un algorithme. Aujourd'hui, on dirait on ne peut pas écrire un programme de l'ordinateur pour résoudre n'importe quel problème de mathématiques. Ou pour dire, si on donne à l'ordinateur un théorème, on aimerait que l'ordinateur dirait oui, voici une preuve, ou non, il n'y a pas de preuve. Mais c'est impossible. Mais c'était plus difficile. À l'époque, c'était plus difficile parce que les ordinateurs n'existaient pas. Alors, Turing a dû inventer la notion précise d'un algorithme avant de formuler le théorème. Mais même après ce résultat-là, on pourrait espérer que peut-être le problème était qu'il y a des preuves qui sont très 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 longues. Mais les preuves qui sont très 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 longues, 1 million de pages dans un livre par exemple, ne sont pas très utiles pour nous. Alors même peut-être on pourrait trouver des preuves qui ne sont pas trop longues. S'il y a une preuve qui n'est pas très très longue, peut-être il y a un algorithme qui peut la trouver. Et en effet, il existe un algorithme. Je peux le décrire facilement. On écrit toute suite de symboles d'une certaine longueur,
Et pour toute suite, on vérifie si c'est une preuve correcte du théorème. Et s'il est correct, on est très content. Et sinon, si on ne trouve jamais une preuve correcte, le théorème n'a pas une preuve correcte de ce longueur-là. Mais il y a un problème avec cet algorithme, c'est que le nombre de suites de symboles de longueur 1000, par exemple, est tellement grand que le temps nécessaire pour cet algorithme serait beaucoup plus grand que l'âge de l'univers, beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. Alors, il existe un algorithme, mais il n'existe pas un algorithme pratique. Non, je dis qu'il n'existe pas, et je crois qu'il n'existe pas un algorithme pratique, mais ça dépend d'une conjecture. C'est une conjecture très, très bien connue qui dit que P n'égale pas NP. Je ne vais pas dire exactement ce que ça signifie, mais en gros, ça signifie qu'il n'existe pas un algorithme efficace pour ce problème-là. Et il est très probable que P n'égale pas NP. Donc, peut-être je peux terminer maintenant en disant qu'il n'existe pas une méthode systématique pour prouver des théorèmes. Mais il y a un petit paradoxe parce que il y a beaucoup de mathématiciens qui trouvent les preuves des théorèmes, malgré ces considérations théoriques qui disent que ça devrait être impossible. Alors, c'est quoi l'explication de cette situation? Il y a des raisons pour lesquelles on penserait qu'on ne devrait pas pouvoir trouver des preuves, mais en même temps, on trouve des preuves assez longues et complexes. Mais la solution n'est pas très difficile, c'est que il n'y a pas une méthode systématique pour trouver des preuves d'un énoncé arbitraire. Mais on ne cherche pas des preuves des énoncés arbitraires, on cherche des preuves des énoncés intéressants, importants, liés au monde extérieur et tout ça. Il est tout à fait possible qu'il y a une méthode systématique pour faire ce que font des mathématiciens tous les jours. Donc, la question n'est pas... on n'a toujours pas une réponse à la question. Est-ce qu'il pourrait être une méthode systématique ? Et c'est là que le héros d'aujourd'hui entre dans l'histoire, Georges Poya, parce que lui, il a toujours cru que la capacité de faire des maths est quelque chose qu'on peut enseigner. Il a beaucoup réfléchi et essayé de trouver des méthodes. Et depuis Poya, moi j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup d'autres mathématiciens qui ont pris le relais. J'essaie de le faire un petit peu, mais... Bien. Je vais vous montrer une autre photo de Poya, parce que je pense que ça, on a l'esprit un peu plus de l'homme. Il y a des vidéos sur YouTube, je crois, où on peut le voir enseigner. Il était très... c'est génial ce qu'il faisait. Il ne voulait pas juste dire « voici un problème, voilà la solution ». Il voulait aider... Il voulait aider ses auditeurs à réfléchir et trouver des solutions avec lui. Et le texte que j'ai choisi, il a écrit 3 livres. Le mieux connu est How to Solve It.
Mais moi, j'ai choisi pour mon texte le deuxième, Mathematics and Plausible Reasoning, les mathématiques et le raisonnement plausible. J'ai parlé un peu de ce que veut dire le titre un peu plus tard. Et il y a un troisième livre quelques années plus tard. Et dans ces livres-là, il a analysé le processus de découvrir les preuves. Et ce qu'il avait à dire était, à mon avis, très intéressant. Et il y a une technique qui est vraiment la technique la plus importante. Quand on ne peut pas résoudre un problème, on invente un autre problème. Bien, ça peut-être vous riez parce que vous trouvez que c'est tricher faire ça, mais c'est pas du tout tricher parce qu'il y a des conditions. On veut poser d'autres questions pour répondre à la première question. Et donc, ce qu'on veut faire est trouver une autre question qui est plus facile que la question originale. Mais si on peut répondre à la question plus facile, c'est plus facile de répondre à la question originale. Si on peut faire ça, on a divisé la tâche en deux parties qui sont plus faciles que la tâche avec laquelle on a commencé. Et on est content. Mais comment choisir ces autres questions ? Il y a pas mal de méthodes, mais il y a trois méthodes dont Poya a beaucoup parlé. C'est généraliser, spécialiser et trouver des analogies. Et je vais parler un peu des trois en vous présenter un exemple, un très bel exemple qu'on trouve dans le livre de Poya, le livre mathématique et le raisonnement plausible. C'est une preuve du théorème de Pythagore. C'est peut-être une preuve que vous connaissez, mais ce n'est pas important si vous connaissez la preuve déjà, parce que ce que je veux souligner est le processus de découvrir la preuve. Donc, le théorème, vous connaissez sûrement, c'est qu'on a un triangle avec j'ai oublié le mot, un angle droit. Et on a trois carrés et les aires des deux petits carrés, la somme des aires des deux petits carrés égale l'aire du grand carré. Alors, si on n'a pas vu une preuve, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas vraiment on ne voit pas tout de suite une raison pour laquelle un tel fait devrait être vrai. Ça a l'air un peu miraculeux. Alors, que faire ? Si on suit le conseil de Poya, on peut généraliser. Donc, il décide de généraliser comme ça. À la place des carrés, il met des formes arbitraires. Il n'y a pas un nom pour cette forme-là, autant que je sache. Mais, ce qu'on peut dire est que l'aire de chaque forme est proportionnelle au carré du longueur du côté du triangle. Alors, si le théorème de Pythagore est vrai, il est vrai aussi que l'aire de la petite forme plus l'aire de la forme moyenne doit être égale à l'aire de la grande forme, là. Donc, si le théorème de Pythagore est vrai, on a toute une collection de théorèmes un peu pareils, mais avec des formes différentes.
Donc on a généralisé, mais il paraît que le problème est maintenant un peu plus difficile parce qu'on a une forme bizarre, moins naturelle que le carré, mais il y a l'autre technique spécialisée. Une fois qu'on a généralisé, on peut on peut choisir une autre forme. Et on n'est pas obligé de rechoisir des carrés. On peut choisir quelque chose d'autre. Mais qu'y a-t-il d'autre? Est-ce qu'il y a une forme naturelle à choisir dans ce problème? Il n'y a qu'une réponse à cette question. Il y a une forme à part des carrés, c'est le triangle soi-même. Et si on fait ça, et aussi une autre astuce, on arrive à cette image-là. Là, on a pris les triangles basés sur les trois côtés, mais on les a dessinés à l'intérieur. Alors, voilà trois triangles, mais il y a un grand triangle avec un petit triangle et un triangle moyen à l'intérieur. Et on voit tout de suite que l'aire du petit triangle plus l'aire du triangle moyen égale l'aire du grand triangle. Et en même temps, les aires sont proportionnelles au carré des trois côtés. Et donc on a le théorème, on a une preuve, une très belle preuve du théorème de Pythagore, une preuve très simple. Mais ce que je veux souligner n'est pas la preuve soi-même, c'est la méthode de généraliser et spécialiser que Poirier a utilisée pour générer, pour engendrer la preuve. Et voilà toute l'image qu'il y a dans le livre. Alors, pour aller de la version avec des carrés à la version avec des formes bizarres, on généralise. Pour aller de la version avec des formes bizarres à la version avec des triangles, on spécialise. Mais si on a deux spécialisations du même énoncé général, ça veut dire qu'il y a une analogie entre les deux. L'analogie est que le rôle joué par les carrés dans la partie 1 et le rôle joué par les triangles dans la partie 2. Bien. Je vais continuer avec un autre exemple. C'est un problème aussi assez bien connu. Il y a un homme et il se promène et il rentre chez lui. Il est à 2 kilomètres de sa maison et il a un chien. Mais le chien est assez impatient et l'homme marche à 5 km à l'heure, mais le chien court à 10 km à l'heure. Il court à la maison, il n'y a personne là, alors il retourne vers son maître, et puis il retourne vers la maison, etc., etc. Et la question est, quand l'homme arrive à la maison, quelle est la distance parcourue par le chien? C'est une question assez bien connue. Si vous connaissez la solution, je veux souligner encore une fois que ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est pas la solution soi-même, mais la méthode de découvrir la solution. Bien, voilà le problème. Je vais utiliser la même méthode, je vais généraliser. Mais il y a une autre méthode de généralisation très souvent utilisée en mathématiques, c'est si on a quelques hypothèses et on veut généraliser le problème, on peut juste ignorer quelques hypothèses.
On peut dire, oui, si je n'avais pas cette hypothèse-là, est-ce que ce serait toujours vrai? On peut se poser la question. Et de temps en temps, la réponse est non. On a vraiment besoin de cette hypothèse. Mais de temps en temps, on trouve qu'il y a quelque chose de plus général qui est vrai. Et c'est le cas ici. Alors, l'hypothèse que je vais ignorer, c'est le quatrième. J'espère que vous pouvez toujours le lire, mais maintenant, je ne vous dis rien sur la manière dans laquelle le chien, sur la route qui prend le chien, je vous dis juste que l'homme marche à 5 km à l'heure, il est 2 km de sa maison, le chien court à 10 km à l'heure. Quand l'homme arrive à la maison, quelle est la distance parcourue par le chien? Et tout d'un coup, le problème est beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'il n'existe plus la tentation de dire, bien d'abord, il faut ce temps-là pour arriver à la maison. Et il y a beaucoup de calculs qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a plus l'information qu'on avait avant. Mais si vous trouvez que le problème est toujours un peu difficile, je peux oublier un peu plus. Donc, maintenant, je ne vais pas vous donner les vitesses de l'homme et le chien. Je vais juste dire que le chien court à 2 fois la vitesse de l'homme. L'homme marche 2 km et pendant ce temps-là, quelle est la distance parcourue par le chien? Maintenant, c'est tellement facile, juste parce que j'ai oublié l'information dans le problème. Je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne veux pas vous insulter. Bien. Alors ça c'était un exemple où généraliser est très puissant. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple où spécialiser est puissant. Et je vais juste regarder le temps, juste pour savoir. Donc, voilà un autre problème moins bien connu. C'est juste un problème que j'ai inventé pour cet exposé. Quand j'ai donné l'exposé il y a 3 ans, il y avait 2019 points, mais à part ça, c'est le même problème. On veut trouver un ensemble de 2022 points à l'intérieur d'un cercle de rayon 1, tel que il n'y a pas 3 points collinéaires, 3 points dans une droite. Alors, si on essaye de définir un tel ensemble de points, c'est un peu difficile parce que... Bien. Mais il y a pas mal de méthodes pour construire des objets, en méthode très générale pour construire des objets en mathématiques. Voilà une liste. De temps en temps, on a quelque chose qu'on a déjà construit, on peut l'utiliser, on peut le modifier, ou de temps en temps, même pas le modifier. On trouve un objet qu'on connaît déjà qui marche. Ou on peut décider de le construire peu à peu, c'est-à-dire on peut d'abord mettre un point dans le cercle, et après un autre point, et après un 3e point, après un 4e point, on peut continuer comme ça. Et oui, je vais parler un peu plus de ça dans un moment. Deviner et ajuster, c'est-à-dire on peut dire, je ne suis pas sûr que c'est correct, mais je vais essayer ça, et on trouve que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas pour des raisons pas très sévères, et on peut les modifier pour trouver un exemple, ça marche souvent. Demander moins, c'est-à-dire si on veut construire un objet avec quelques propriétés, peut-être on peut d'abord construire avec un objet
avec moins de propriétés. C'est plus facile, mais souvent on a un indice après. Ça peut aider avec la construction, avec les propriétés qu'on doit ajouter. Et paradoxalement, ça aide si on demande plus, ou de temps en temps ça aide, parce que souvent le problème quand on doit construire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'options. Il y a autant d'options qu'on ne sait pas quoi faire. Mais si on ajoute des conditions, ça peut devenir plus facile. Logiquement, ce n'est pas plus facile, mais psychologiquement, c'est plus facile, parce qu'il y a moins de possibilités. Et choisir au hasard, c'est une méthode que j'utilise souvent. C'est juste, je ne peux pas construire quelque chose, mais si je le choisis au hasard, je peux montrer que la probabilité que ça marche n'est pas zéro. C'est une méthode extraordinairement puissante. Bien. Je vais commencer pour ce problème-là, je vais commencer avec la méthode de construire peu à peu. Alors, est-ce qu'on peut mettre un point dans un cercle sans qu'il y ait 3 points collinaires? Bien sûr. 2 points, bien sûr. 3 points. Si je suis un peu bête, je mettrai le 3e point dans la droite qui relie les 2 points, mais il est facile de ne pas le faire, donc je ne le fais pas. Maintenant, j'ai 3 points, il y a 3 lignes qui les relient. Est-ce que je peux trouver un 4e point qui n'est pas sur une des 3 lignes? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le cercle. Et on voit que n'importe combien de points j'ai dans le cercle, le nombre de droites qui les relient est fini. Et on ne peut pas couvrir tout un cercle avec un nombre fini de droites. Et donc, on peut continuer sans fin. Et en particulier, on peut continuer jusqu'à ce qu'on a 2022 points. Alors, c'est facile. Mais j'ai pas donné une formule pour les points. J'ai juste prouvé que c'est possible de les trouver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demander moins? C'est juste une petite idée. Une condition du problème est que les points doivent être pas loin de l'origine. Ils doivent être dans le cercle. Mais peut-être je pourrais poser une autre question. Est-ce que je peux trouver 2022 points dans le plan? Et c'est un peu plus facile de le faire. Et si on le fait, ça aide parce que si on a les points dans le plan, on peut dessiner un grand cercle qui contient tous les points qu'on a dessinés. Et on peut réduire tout ça jusqu'à ce que les points sont dans un cercle de rayon 1. Alors, demander moins peut aider. Demander plus. Alors, comment peut-on utiliser cette méthode-là pour résoudre le problème? Les points sont à l'intérieur. Peut-être on peut demander que les points soient dans une forme plus petite qu'un cercle de rayon 1. Bien. Une possibilité, c'est dans un cercle de rayon 1/2 ou 1/3. Mais ça, c'est pas intéressant parce que si je peux trouver les points dans un cercle de rayon 1, bien sûr que je peux trouver les points dans un cercle un peu plus petit. Alors ça, c'est pas intéressant, mais qu'est-ce que je veux dire par plus petite? Une possibilité de réduire la dimension. Le cercle,
je veux dire le cercle avec l'intérieur, est une forme deux-dimensionnelle. Peut-être je veux chercher un ensemble de points dans une forme unidimensionnelle. Et c'est... que serait la forme unidimensionnelle plus naturelle, avec une analogie avec un cercle? C'est un segment de droite, parce que le cercle est composé de tous les points à distance inférieure ou égale à 1 de l'origine. La version unidimensionnelle de ça consiste de tous les points dans une ligne de distance au plus 1 de l'origine. Mais si on a un segment de droite, il est clair qu'on ne peut pas trouver même 3 points qui ne sont pas collinéaires. Alors ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On peut modifier ce que j'ai dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir trois points dans une forme unidimensionnelle? Peut-être il vaut mieux commencer avec des points et après trouver une forme unidimensionnelle qui les relie. Et une fois que j'ai dit ça, on a l'idée de prendre une courbe à la place d'un segment de droite. Et une fois qu'on a vu ça, on voit tout de suite que si on prend n'importe combien de points dans la courbe, il n'y aura pas 3 qui sont collinéaires. Alors, la solution qui s'impose tout de suite est celle-là. C'est pas nécessaire de prendre un cercle comme ça, mais on peut prendre une courbe qui ne change pas de direction trop de fois. Et voilà une solution au problème. Et finalement, j'ai parlé de choisir au hasard. Si on choisit les points au hasard, pour chaque triple de points, la probabilité qu'ils sont collinéaires est 0. Et vraiment très peu probable que le troisième point soit dans la probabilité est 0. Et donc la probabilité qu'il existe 3 points collinéaires est 0, et donc il est possible de choisir 2022 points. Bien. Et maintenant, je veux parler de quelque chose qui était un grand intérêt de Poya, surtout dans ce deuxième livre. Poya a noté que même si les preuves mathématiques sont très logiques et chaque étape suit logiquement par des règles très simples des étapes précédentes, quand on est en train de découvrir une preuve, c'est un peu différent. On utilise souvent le raisonnement pas très rigoureux ou logique, mais le raisonnement plausible. On devine, on estime, on dit des choses comme « Est-ce qu'il est probable que cela est vrai ?» Et c'est un peu mystérieux ça, parce que si on a un énoncé mathématique, soit il est vrai, soit il est faux. Mais quand même, quand on ne sait pas s'il est faux ou vrai, on fait des jugements probabilistes. On le fait tout le temps quand on fait les recherches pour mieux planifier comment trouver une preuve. Par exemple, quand on pose des questions, d'autres questions, il faut décider s'il vaut la peine d'essayer de trouver des réponses aux autres questions. Alors, le raisonnement plausible est une partie très très importante des recherches en mathématiques. Mais c'est quoi ce raisonnement plausible? Poya l'a analysé et a trouvé quelques règles qu'il trouvait importantes.
Et voilà une de ces règles, c'est que si on veut savoir si un énoncé A est probable, et si on trouve une conséquence B de A, et on fait des investigations, on trouve que B est vrai, alors après, on dit que A est un peu plus probable qu'avant. On fait cette expérience et on dit après qu'il est plus probable que A est vrai. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si on veut être convaincu, s'il est très probable que B serait vrai, même sans l'aide de A, et si B est vrai, ça, ce n'est pas vraiment une évidence pour A. Mais si B sans A est très peu probable, mais on trouve que, en tout cas, B est vrai, alors là, on dit après que A est beaucoup plus probable. Et je vais vous donner des exemples dans un moment. Mais d'abord, un deuxième principe. Donc, encore une fois, on veut savoir si A est probable. Et si on note que A est une conséquence d'un énoncé B, et on décide après quelques investigations que B est plus probable, ça aide, ça augmente la probabilité qu'on voit quand on fait les jugements de la probabilité de A. C'est-à-dire l'évidence pour B et l'évidence pour A. Donc je vais illustrer ces principes en parlant de la conjecture de Goldbach. C'est une conjecture très célèbre qui dit que chaque nombre pair plus grand que 4 est la somme de deux nombres premiers. Et voilà une preuve de la conjecture de Goldbach jusqu'à 44. Pour chaque, important de dire ça, mais pour chaque nombre pair jusqu'à 44, ou de 6 à 44, j'ai trouvé deux nombres premiers impairs dont la somme est le nombre en question. Presque tous les mathématiciens qui ont réfléchi là-dessus, surtout les théoristes de nombres, croient que c'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas la preuve et personne ne pense pas qu'il y aura une preuve. Une preuve n'est pas imminente. Alors, pourquoi on a autant de confiance dans ce théorème-là? On peut commencer par dire qu'une conséquence de la conjecture serait que le nombre 1000 est la somme de deux nombres premiers. Alors, on peut voir si c'est le cas. Oui, c'est le cas. On peut, les nombres 359 et 641 sont les nombres premiers et la somme est 1000. Alors, la conjecture de Goldbach est plus probable qu'avant. Mais j'ai dit un petit peu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout une surprise que 1000 est la somme de deux nombres premiers. Pour dire pourquoi, je vais vous montrer un tableau de tous les nombres premiers jusqu'à 1000. Et on voit qu'il y en a plein. Alors il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de manières potentielles pour écrire 1000 comme la somme de deux nombres premiers. Et si on regarde un peu, on voit qu'il y a pas que des possibilités, mais il y a l'actualité. Par exemple, si je cherche un peu, je trouve qu'il y a
401 et 599, où il y a 997 et 3, mais il y a beaucoup de façons d'écrire 1000. Alors, ce n'est pas du tout une surprise que c'est possible. Alors, le fait que c'est possible n'est pas vraiment très convaincant, mais il y a un argument beaucoup plus convaincant. C'est qu'il y a un principe qui a l'air d'être vrai, c'est que les nombres premiers sont un peu aléatoires. L'ensemble de nombres premiers a l'air d'avoir été choisi au hasard. Il faut être c'est un peu difficile à préciser exactement ce qu'on veut dire par ça. Par exemple, il n'y a pas de nombre pair, mais si on choisissait les nombres au hasard, on trouverait forcément beaucoup de nombres pairs. Alors, l'idée est que les nombres premiers entre 1 et n ont l'air d'avoir été choisis au hasard, à part le fait qu'il n'y a pas de nombre de multiples 2, 3, 5, 7, jusqu'à un nombre beaucoup plus petit que n. Alors, c'est comme si on avait éliminé les nombres pairs, les multiples de 3, les multiples de 5, jusqu'au multiple d'un nombre qui est assez petit, comme le logarithme de n, assez petit en comparaison à n. Et après, on a choisi de ceux qui restaient, on a choisi les nombres au hasard. Alors, si ce principe-là est vrai, il y a des conséquences sur le nombre qu'on attendrait de façon d'écrire un nombre comme la somme de deux nombres premiers. Et je vais l'illustrer en parlant de divisibilité par 3. Si vous regardez là, pour les nombres 30 et 32, j'ai écrit toutes les façons de les écrire comme la somme de deux nombres impairs. Et en rouge, j'ai écrit tous les multiples de 3. Alors si on prend deux nombres impairs dont la somme est 30, si un des nombres est un multiple de 3, l'autre est forcément un multiple de 3. Alors, le nombre de paires qu'il faut éliminer parce que l'un ou l'autre est un multiple de 3 est un tiers des paires. Mais si on commence avec le nombre 32, chaque fois qu'un nombre est un multiple de 3, l'autre ne l'est pas. Alors, cette fois-là, on élimine 2 tiers des paires. Sauf qu'il y a une petite complication parce que le 3 est un nombre premier. Mais si on parle d'un nombre beaucoup plus grand, ça ne change pas les statistiques. Alors, dans un certain sens, 32, il est probable que le nombre de façons de l'écrire comme la somme de deux nombres premiers va être la moitié que le nombre d'écrire 30. Et on a ce phénomène pour les multiples de 5 et 7, etc. Et on voit l'effet de ça parce que 2010, qui est un multiple de 3, 5 et 7, il est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai écrit toutes les façons d'écrire 2010 comme une somme de deux nombres premiers. Et aussi, j'ai fait la même chose pour 2012. Et puisque 2010 est un multiple de 3, de 5 et de 7, il est beaucoup moins probable qu'il y aura un multiple de 3 ou de 5 ou de 7, parce que si on a 1, on a 2. Et pour 2012, c'est beaucoup plus probable. Et pour cette raison-là, que le nombre de façons est beaucoup plus petit pour 2012.
Et voilà quelque chose qui s'appelle la comète de Goldbach. C'est un graphe. Et pour chaque nombre, on met le nombre de paires de nombres premiers dont la somme est ce nombre-là. Alors, ça change beaucoup. Et pour les couleurs, les nombres en rouge sont les multiples de 3, et les nombres en bleu et vert sont les nombres qui ne sont pas les multiples de 3. On voit que, en gros, c'est 2 fois plus probable. Il y a 2 fois le nombre de manières de l'écrire pour les multiples de 3. Et si on continue ce processus, on arrive à cette très belle image-là. Et c'est quoi l'importance pour aujourd'hui, pour ce qu'a dit Poya? C'est que la forme de cette comète-là peut très facilement s'expliquer par le principe que j'ai présenté avant, que les nombres premiers sont choisis au hasard, à part l'effet de divisibilité par les petits nombres. Et donc on est dans cette situation-là. Il y a un principe dont la comète de Goldbach serait une conséquence naturelle. Mais la comète est un peu surprenante. S'il n'y avait pas d'explication comme ça, on serait très surpris. Donc, une fois qu'on voit que la comète existe, le principe devient beaucoup plus probable. On a beaucoup plus de confiance dans le principe. L'évidence est beaucoup plus convaincante que le fait que 1000 peut s'écrire comme la somme de 2 nombres premiers. Et en utilisant le deuxième principe de Poya, une fois que le principe devient plus probable, la conjecture de Goldbach devient beaucoup plus probable aussi. Voilà. Et il y a même une conjecture beaucoup plus générale que ce que j'ai présenté. C'est une conjecture de Hardy et Littlewood, dont il y a beaucoup de prédictions. Et l'évidence est que les prédictions aussi sont vraies. Et donc, on est encore plus confiant. Bien, je vais voir si j'ai le temps. Oui, je pense que j'ai le temps. Je vais passer à un exemple assez simple. Voici quelque chose qui s'appelle un graphe cubique. Je pense que la plupart des gens ici sauront ce qu'est un graphe, mais juste au cas où, un graphe, c'est un réseau comme ça, où on a des sommets où quelques paires des sommets sont liées par des arêtes. Et on dit qu'un graphe est cubique si le degré de chaque sommet, le degré d'un sommet veut dire le nombre d'arêtes qu'on voit au sommet. Alors, chaque sommet dans ce graphe-là a degré 3, parce qu'il y a 3 arêtes. Donc, dans ce cas-là, on dit que le graphe est cubique. Alors voilà, un graphe cubique a 10 sommets, 5 à l'extérieur et 5 à l'intérieur. Une petite question qui est plus importante qu'on ne penserait, il y a une importance dans la théorie de Ramsey. Est-ce qu'il existe un graphe, il y a faute d'orthographe là, graphe avec un E, cubique à 9 sommets? Voilà la question. Alors, ce n'est pas évident ce qu'on peut faire tout de suite, sauf si on a vu ce problème et sa solution. Mais comment peut-on trouver une solution si on ne l'a pas vu?
moi, je dois avouer que quelqu'un m'a expliqué la solution. Je ne l'ai pas trouvée moi-même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut poser d'autres questions. Bon, c'est une bonne méthode, comme je l'ai dit avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose qu'on peut faire est poser une question plus simple. Et un graphe cubique, ça veut dire un graphe dont le degré de chaque sommet est 3. Pourquoi choisir le nombre 3? Pourquoi pas choisir un nombre encore plus petit? On peut choisir le nombre le plus petit, on peut choisir 0, ça c'est pas très intéressant, mais on peut choisir 1. Bien, si on remplace 3 par 1, on arrive à un graphe comme ça. J'ai dessiné un graphe dont chaque sommet est à degré 1. Et on voit tout de suite que chaque arête relie 2 sommets, mais on ne peut pas avoir 2 arêtes qui relient le même sommet. Parce qu'une fois qu'on a dessiné une arête, on a utilisé les 2 sommets et on ne peut pas les réutiliser si les sommets vont avoir degré 1. Et une fois qu'on a vu ça, on voit tout de suite que le nombre d'arêtes, de sommets doit être pair, un nombre pair, parce que chaque arête utilise 2 sommets. Bien, on a une petite nouvelle idée que peut-être la parité doit être pertinente. Bien, on a posé la question avec 3 remplacés par 1. Si on remplace 3 par 2, qu'est-ce qui arrive? On voit que on peut le faire. Voilà un graphe à 9 sommets, dont chaque sommet à degré 2. Et on voit, une fois qu'on a vu cet exemple-là, on voit que si on a au moins 3 sommets, il est facile de trouver un graphe. On fait un cycle comme ça, et on a un graphe dont chaque sommet à degré 2. Mais 2 est un nombre pair. Alors on a toujours cette idée que la parité doit être importante pour le problème. Mais comment utiliser la parité? Si on essaye de prouver que... Alors je vais juste... je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais poser une question très naturelle dans ce contexte-là. Si on avait un graphe cubique à 9 sommets, on aurait besoin de combien d'arêtes? C'est une question un peu... C'est une autre technique pour répondre aux questions comme ça. C'est imaginer qu'on a ce qu'on cherche et penser aux conséquences. Alors, on a 9 sommets et chaque sommet a 3 arêtes. Alors, on aura besoin de 27 arêtes. Sauf que j'ai compté chaque arête 2 fois, parce que chaque arête relie 2 sommets. Alors il faut diviser par 3, par 2, je veux dire. Alors le nombre d'arêtes dont on a besoin est 13 et demi. Et malheureusement, c'est impossible. Il n'y a pas un graphe avec 13 et demi arêtes, et c'est ça la solution. Il y a quelque chose qui s'appelle en anglais le handshake lemma. La somme des degrés des sommets est toujours un nombre pair. Mais encore une fois, ce qui me concerne est la façon de découvrir un principe comme ça. Et je vais terminer rapidement avec une question que j'ai toujours en tête. Et est-ce que les ordinateurs peuvent-ils ou pourront-ils trouver des preuves? Moi, je crois que oui.
Et je crois que Poya, s'il était toujours vivant, serait beaucoup intéressé par cette question. Et j'ai même travaillé dans ce domaine qui s'appelle la démonstration automatique des théorèmes avec quelqu'un qui s'appelle Mohan Gunaslingham. Nous avons dessiné un programme qui pouvait écrire des preuves des théorèmes assez simples de l'analyse universitaire. Et voici une preuve que notre programme a donnée au théorème. Et la même preuve traduite en français. Alors ça, c'était pas... Ça, c'est moi qui l'ai traduite, mais la preuve en anglais, c'était le rendement du programme. Et très récemment, j'ai reçu le financement pour créer une équipe pour essayer de développer ces idées. Et j'espère, pendant les 3 années qui viennent, que nous allons développer le programme et les preuves dont le programme sera capable d'écrire seront plus compliquées, plus longues et complexes et plus intéressantes. Mais la question, la preuve là, n'a pas vraiment besoin d'une idée. C'est un peu, on fait la chose évidente à chaque étape et on arrive à la fin. Mais un programme qui peut trouver l'idée que la parité est pertinente pour la question de... Ça serait plus compliqué. Je ne sais pas si on va réussir, mais c'est quelque chose que je vais essayer de faire pendant les 3 prochaines années. Et merci pour votre attention. Je vais terminer là. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas, nous avons 2 micros, nous pouvons nous déplacer. Je sais qu'au début, on ne veut pas se lancer. Ou peut-être que sinon je vais commencer par poser une question. Non, Samuel a une question. Alors, je ne connais pas les prénoms de tout le monde ici, hein. Donc vous avez parlé de preuves de théorèmes, vous avez parlé de résultats intéressants. Alors, quelle est votre définition de résultat intéressant? Ou au moins une notion... comment on pourrait définir un résultat intéressant avant de penser à la preuve, par exemple? Quelle serait la définition de résultat intéressant? Bien, il n'est pas facile de donner une définition du mot intéressant. Je crois qu'il est possible. Je ne l'ai pas, mais souvent, je pense qu'il y a une définition un peu circulaire. Un théorème est intéressant s'il ne peut pas être utile pour prouver d'autres théorèmes ou d'autres conjectures qui sont déjà intéressantes. Alors on commence peut-être avec le monde physique. Il y a des phénomènes intéressants. On commence à développer des mathématiques et on pose des questions on trouve des questions d'une façon assez naturelle. Et il y a certaines des questions qui ne sont pas faciles à résoudre. Et donc, après quelques siècles, on a toute une collection de questions ouvertes. Et quand on a ça comme l'arrière-plan, après on peut dire qu'un théorème est intéressant relatif à l'arrière-plan de toutes les questions ouvertes. C'est quelque chose comme ça, serait ma définition. Pas une définition très précise, mais
Mais il y a une autre question. Comment un ordinateur reconnaîtrait qu'un théorème est intéressant? Je pense que c'est à peu près la même chose que... Aujourd'hui, ce n'est pas du tout possible. Mais un jour, je pense que l'ordinateur sera un peu comme nous. Nous, on a des... Et autre chose à dire est que tout le monde n'est pas d'accord sur un théorème. Si on dit est-ce que le fait qu'un graphe cubique de 9 sommets n'existe pas, il y aura beaucoup de gens qui diront non, pas très intéressant, c'est un petit théorème de graphe, de la théorie de graphe. Moi, je dis oui parce que je connais un peu l'histoire de la théorie de Ramsey où ça joue un rôle. Alors c'est une question compliquée, mais je pense qu'il y a des réponses. Vous disiez que il était intéressant de se demander si un ordinateur pourrait reconnaître un théorème intéressant, mais est-ce que vous pensez que du coup on pourrait utiliser un ordinateur pour trouver des théorèmes et non pas les démontrer? Pour trouver des théorèmes et non pas pour les démontrer? Pour poser des questions. Oui, exactement. Oui, c'est un peu lié à la question précédente, parce que, bien sûr, on peut trouver des questions, mais on peut trouver des questions un peu bêtes. On peut juste, par exemple, je peux dire, je peux prendre 2 questions ouvertes et dire, est-ce qu'il est vrai qu'on a ça et ça? Alors, c'est pas très intéressant de prendre la conjonction de questions qu'on a déjà. Alors, mais si on a une façon de dire quand une question est intéressante, je pense qu'en principe, un ordinateur peut trouver des questions. Et je pense que la façon dont il peut le faire, et si on essaye de prouver quelque chose, comme j'ai dit avant, pendant la conférence, une des choses qu'il faut faire est de poser d'autres questions. Donc si on donne des questions à l'ordinateur et l'ordinateur essaye de les résoudre, l'ordinateur va forcément poser d'autres questions. Et peut-être si l'ordinateur est comme un mathématicien humain, la plupart des questions ne seront pas très intéressantes, mais de temps en temps, on trouve un peu par hasard une question qu'on ne peut pas résoudre facilement et qui a une certaine importance. Et c'est comme ça, je pense que les mathématiciens humains, c'est pas quand je vais pas à mon bureau et je ne me dis pas bien je vais essayer d'inventer une question intéressante. C'est pas comme ça. Je réfléchis, je suis en train de essayer de trouver des solutions et c'est en train de le faire que je trouve d'autres questions. Je pense que ce serait plutôt comme ça. Et encore une fois, je souligne que c'est pas quelque chose que les ordinateurs peuvent vraiment faire aujourd'hui. Il y a quelques exemples, mais il n'y a pas des ordinateurs qui peuvent trouver des questions vraiment intéressantes jusqu'au présent, mais je pense que ça va arriver. Bonjour. Une chose m'inquiète, c'est que vous faites confiance aux ordinateurs. Les ordinateurs sont faillibles, ils peuvent faire des erreurs. Si vous avez une réponse intéressante à votre problème prouvée par l'ordinateur, comment êtes-vous sûr du bon fonctionnement de votre ordinateur? Moi, ça augmente la probabilité pour que la chose soit vraie, mais on n'a rien prouvé. Alors, moi, je trouve que
Bien, il y a de temps en temps des erreurs dans les ordinateurs, mais maintenant il y a des programmes très bien développés qui formalisent les mathématiques. Alors maintenant, c'est le cas qu'il y a des programmes qui peuvent vérifier les preuves des mathématiques. Et si quelqu'un, c'est un peu difficile à faire, mais si quelqu'un dit maintenant que j'ai vérifié la preuve de ce théorème-là dans une banque comme Coq ou Lean ou Isabelle ou Mizar, il y a beaucoup de langues pour le faire. Moi, j'ai beaucoup plus de confiance que si un mathématicien humain dit « Ah oui, je l'ai vérifié, je n'ai pas trouvé les erreurs ». En même temps, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, je serais ravi d'avoir un programme qui pouvait trouver les preuves, mais 10% des preuves qu'il trouvait avaient des erreurs. Parce que s'il y avait des preuves, surtout si les preuves étaient incompréhensibles, ça ne serait pas très utile. Mais si on avait des preuves compréhensibles qu'on pouvait vérifier après, même s'il y avait des erreurs de temps en temps, ça ne me gênerait pas. Mais il ne faut pas dire ça aux informaticiens parce que ils sont beaucoup plus... ils n'aiment pas l'idée d'un programme qui trouve des preuves qui n'est pas absolument sûr d'être correct. Mais bon, moi, ce que je veux faire est d'imiter les mathématiciens humains. Et les humains font des erreurs. Donc, je préfère avoir un programme qui ne fait jamais des erreurs, mais si de temps en temps il y a une erreur, ça ne m'inquiéterait pas trop. Oui, bonjour. Je voulais savoir, l'idée de votre programme, c'était plutôt quelque chose d'assez déterministe qui faisait du tri dans le théorème qu'on pouvait appliquer, ou c'est plutôt un peu comme de l'intelligence artificielle où on va lui apprendre des démonstrations déjà connues et on va espérer qu'il va réussir par mimétisme à trouver ses propres idées? Pardon, j'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que votre programme, c'est quelque chose de déterministe qui va faire le tri dans les théorèmes qu'il a le droit d'utiliser par lui-même? Ou est-ce que vous avez une base d'apprentissage avec des démonstrations déjà existantes et l'ordinateur va essayer de refaire les mêmes idées sur d'autres choses? Oui, non, c'est pas du tout... on n'utilise pas du tout le machine learning. Je ne sais pas comment... L'apprentissage des machines, c'est pas comment on le dit en français. OK. Non, c'est un programme tout à fait déterministe. Peut-être le programme qu'on va essayer de développer maintenant sera un peu moins déterministe parce que souvent il y a un théorème et il y a 2 ou 3 preuves assez naturelles et ce serait dommage si le programme était capable de trouver qu'une des preuves. Donc un peu de non-déterminisme peut être une bonne idée. Mais pour l'instant, l'idée... Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui utilisent des méthodes complètement différentes, comme machine learning, qui ont eu pas mal de succès. Il y a des programmes qui regardent une énorme base de données de littérature mathématique ou de résultats formalisés, choses comme ça, pour essayer d'apprendre comment, ou de prévoir ce qui va être la prochaine étape dans une preuve.
Mais c'est pas du tout, ça, c'est pas du tout comme un être humain fait des maths. Et c'est ça qui m'intéresse. En partie parce que si on peut enseigner à un ordinateur comment trouver les preuves, ça me donne l'espoir de trouver une méthode pour enseigner aux étudiants comment trouver les preuves. Et ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Bonjour. Alors, du coup, ma question est la suivante. Du coup, j'aimerais savoir où est-ce que vous voyez l'application donc de théorèmes ou de concepts qui, de base, enfin, de prime abord, paraissent assez abstraits, qui pourraient s'appliquer justement à des phénomènes de la vie de tous les jours, comme par exemple la comète de Goldbach dont vous aviez parlé. Comment reliez-vous ça justement à des concepts beaucoup plus concrets et utiles en fait? Oui, moi je dirais qu'il y a beaucoup de théorèmes de mathématiques très intéressants, très importants pour nous les mathématiciens, qui n'auront probablement jamais des applications directes au monde extérieur. Mais si on n'était pas intéressé par les théorèmes purement mathématiques, on ne découvrirait jamais d'autres théorèmes qui sont très utiles et pratiques. Et il y a, par exemple, votre téléphone, vous n'auriez pas sans des mathématiques qui a été développé en partie pour des raisons complètement différentes. C'est souvent le cas. Et moi, par exemple, je ne peux pas, dans toute mon œuvre mathématique, je pense qu'il n'y a rien qui a eu des applications au monde extérieur. J'aimerais bien si quelqu'un trouvait une application. Mais c'est une partie d'une histoire plus grande. Et je crois qu'un jour, il est probable que peut-être, c'est pas moi, peut-être un résultat que j'ai prouvé a donné à quelqu'un d'autre l'idée pour prouver quelque chose d'autre, qui a donné à une troisième personne l'idée pour prouver quelque chose d'autre, qui a une application pratique. C'est un peu comme ça. C'est toute la discipline qui a des applications et pas des résultats individuels ou même les mathématiciens individus. Ouais. Pour revenir sur le machine learning, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que ça date moins d'un an, mais un récent projet de DeepMind, c'était en collaboration avec des mathématiciens. Donc là, c'est une autre façon d'utiliser les ordinateurs Absolument. Pour faire des preuves. Où là, c'est avec du machine learning. Donc là, c'est certains types de problèmes où on a des grandes bases de données. Et donc, ça fait comme une nouvelle dimension complémentaire à notre intelligence humaine, une nouvelle dimension de l'intelligence qui utilise les potentialités de l'ordinateur et qui va pouvoir faire des nouvelles conjectures, de nouvelles observations, où parmi tout plein de données, comme vous avez montré à un moment, on enlève des hypothèses jusqu'à avoir que l'essentiel. Il va dire, parmi toutes les données, en fait, déjà, en entraînant l'algorithme, il pouvait faire des prédictions, et après, il va dire, dans toutes les données, en fait, c'est cette petite partie des données qui m'a servi, et après, les mathématiciens regardent ça, et ils peuvent avoir un va-et-vient entre l'ordinateur et les mathématiciens professionnels. Et d'autre part, j'ai aussi un ami qui m'a dit que récemment, mais je ne sais pas qui, a prédit que dans 10 ans, on pourra avoir des ordinateurs qui pourront agir comme un mathématicien professionnel. Mais il faut que je vérifie la source. Oui, c'est passionnant ce qu'ils ont fait. Comme vous dites, c'est un peu complémentaire à ce que je veux faire, mais c'est toujours très intéressant de trouver une nouvelle méthode de chercher une aiguille dans... Ah oui,
quelque chose de foin. Botte de foin, merci. Et j'ai l'impression que la classe de problèmes pour laquelle cette méthode peut être utilisée est toujours un peu particulière, mais ça va sûrement se développer. Demain, je vais avoir une conversation à Paris avec Stanislas Polou. Je pense que ce n'est pas ce dont vous avez parlé, mais lui, il a utilisé machine learning pour résoudre des inégalités qui étaient des problèmes sur l'Olympiade mathématique d'il y a quelques décennies. Et ça, c'était très intéressant. Encore une fois, la méthode n'était pas très humaine, mais quand même, résoudre un vrai problème, c'était extraordinaire. Et moi, je ne vais pas prévoir où on sera arrivé dans 10 ans, mais je peux dire que les choses auront changé. Et moi, je dirais que s'il y a quelqu'un qui commence maintenant, à l'âge de 25 ans, une carrière en recherche des mathématiques, n'est pas sûr que cette personne-là arrivera à sa retraite toujours en faisant les recherches en maths, parce que les ordinateurs auront beaucoup de temps oui, il y aura pas mal de temps pour les développer. Qui sait? Oui. Je ne veux pas décourager les jeunes ici, mais juste être réaliste. J'ai encore une question, puis après on en posera une dernière. Oui, moi j'avais une question concernant est-ce que ça n'a pas tendance plutôt à linéariser les choses, contrairement aux découvertes mathématiques qui sont faites plutôt avant par poussée. Est-ce que l'utilisation d'algorithmes utilisant que en fait, des théorèmes déjà connus ne pousserait pas à faire des découvertes uniquement linéaires? Je suis désolé, mais je n'ai pas bien entendu. Ouais. Est-ce que finalement, c'est un peu comme l'histoire de points de tout à l'heure, c'est que si les théorèmes sont des points et qu'on utilise des théorèmes pour progresser dans les sciences mathématiques, on va aller juste dans la direction du point et on ne va pas aller découvrir d'autres champs, d'autres espaces. Si on s'appuie sur le corpus déjà existant, ça nous envoie dans un cône et on ne va jamais aller en dehors du cône. Je suis toujours un peu confus. Si on essaie de résoudre un problème, on va peut-être découvrir d'autres choses, non? Si on donne à l'ordinateur un corpus et qu'on lui trouve tous les théorèmes, eh bien, il va être dirigé par le corpus. Il ne va jamais regarder à l'extérieur. Il ne va jamais regarder... parce que le corpus, d'une certaine façon, il va définir un territoire de théorèmes à prouver, mais il y en a sans doute qui sont à l'extérieur. Je sais pas, par exemple, est-ce que la machine Grothendieck existerait? Je suis pas sûr de... Je suis désolé. Toujours pas sûr de comprendre la question. Mais une question intéressante. J'espère que c'est un peu lié à votre question. Et s'il devenait possible de donner à un ordinateur une base de données de beaucoup de théorèmes et dire à l'ordinateur, maintenant, s'il vous plaît, faites des maths. Et si l'ordinateur pouvait juger quand un théorème est intéressant, est-ce que l'ordinateur découvrirait tous les nouveaux domaines de mathématiques ou des théorèmes dont l'intérêt n'est pas du tout clair aux humains, mais quand même ça existe, des choses comme ça.
une question encore plus intéressante, si on recommence du début, est-ce que l'ordinateur découvrirait à peu près les mêmes domaines de mathématiques ou quelque chose de tout à fait différent? Moi, mon instinct est qu'il y a une grande partie des mathématiques qui est tellement naturelle que l'ordinateur le découvrirait forcément. Mais peut-être il y a d'autres parties un peu plus particulières que nous avons découvert que l'ordinateur ne découvrirait pas, et l'inverse, que l'ordinateur... Oui. Alors, je pense qu'il est possible qu'il existe des mathématiques un peu martiennes, disons, mathématiques. Mais je pense que, par exemple, je pense qu'un ordinateur découvrirait l'algèbre linéaire, par exemple, parce que c'est tellement important pour tellement de choses que... Mais on peut se poser la question parce que peut-être on a découvert l'algèbre linéaire parce qu'on vit dans un monde de 3 dimensions à peu près euclidien. Même ça, c'est pas clair, sauf si on donne à l'ordinateur un peu une idée de la géométrie du monde extérieur. J'espère que... C'est tout à l'heure quand vous parliez de la question de la probabilité, le fait que vous avez dit que si B est une conséquence de A et que B est vrai, alors A est plus probable. En fait, ça me paraît bizarre parce que j'ai l'impression qu'en maths, justement, on fait très peu ça, nous, à notre niveau. Et du coup, est-ce que c'est une méthode qui est très courante, ou alors est-ce que je me trompe et on fait quand même ça en maths et je le vois pas enfin... Encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris dans les détails la question, mais l'idée que si B devient plus probable, A devient plus probable, ça, c'est une idée qu'on voit dans la théorie de probabilité, de probabilité conditionnelle. Donc, tout ce que Poirier a écrit sur ce sujet peut être réformulé en termes de probabilité conditionnelle, sauf que l'idée de donner un nombre à la probabilité qu'un énoncé soit vrai est un peu bizarre. C'est quoi la probabilité que la conjecture de Goldbach soit vraie? Est-ce que c'est 99,9% ou quoi? Je ne veux pas dire. Mais ce que je peux dire est que la probabilité est très haute. La probabilité que ce soit faux est très petite. Et donc, alors, je ne suis pas sûr que ça c'est une réponse à votre question, mais... C'est une réponse satisfaisante. Quoi? Ça a l'air d'être une réponse satisfaisante. Ok. Une dernière question? Je vais écouter. Bonjour. Je voulais vous poser une question. C'est quand on veut démontrer quelque chose, ce qui est fascinant, c'est quand on finit une démonstration, c'est d'arriver à un nouveau champ qu'on n'a jamais découvert en mathématiques et d'explorer ce domaine-là pour pouvoir répondre à d'autres phénomènes qui peuvent s'appliquer à la vie quotidienne. Donc, si on part dans le projet pour que les ordinateurs puissent faire des démonstrations assez complexes que même nous, humains, on n'arrive pas, est-ce que ça cache pas cette dimension-là des démonstrations qui, quand on les finit, en fait, c'est juste une démonstration pour être démontrée et pas autre chose, en fait? Vous dites, est-ce qu'il y a des démonstrations qui ne fait que démontrer que le théorème est vrai? Ouais. Oui, je crois que ça arrive.
il y a des vérifications pas très intéressantes de temps en temps. Oui, de temps en temps, il y a des vérifications pour lesquelles il faut trouver des nouvelles idées, et ça, c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Mais de temps en temps, on a une vérification et on dit après, bien, maintenant, je sais que le théorème est vrai, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais si ça arrive, c'est un peu comme ça avec le théorème de 4 couleurs. Il y a une grande vérification de beaucoup de cas, et après on voit que c'est vrai. Mais il y a toujours des mathématiciens qui veulent trouver une preuve plus conceptuelle, une preuve avec une idée qui explique vraiment pourquoi la vérification marche. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Il y a beaucoup de types de preuves. La classification des preuves en mathématiques, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, après la dernière question, il y a la question bonus. Donc, l'ultime question. Ma question, elle s'adresse aussi aux étudiants, c'est comment faire comprendre aux étudiants l'intérêt des maths. Et si l'ordinateur fait tout, est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire des maths? Oui, c'est une grande question. Mais je pense que une partie de la réponse est liée à ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est de ne pas donner les problèmes et tout de suite les solutions. Il faut essayer de faire réfléchir les étudiants, mais pour les faire réfléchir, il faut les intéresser aux problèmes. Donc il faut trouver des problèmes qui sont peut-être intéressants pour les raisons. Il faut juste trouver des bonnes questions à poser, des petits mystères. Pas forcément des questions liées au monde extérieur, mais ça peut marcher de temps en temps. Mais moi, je pense qu'il y a des questions purement mathématiques qui peuvent capter l'imagination des étudiants. Et après, les encourager à réfléchir et dire, c'est pas un problème si vous ne trouvez pas la solution tout de suite, mais peut-être l'expérience la plus puissante est de lutter contre un problème mathématique et finalement arriver à le résoudre. Et donc, si on donne cette opportunité aux étudiants, ça peut aider. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup aux mathématiques, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas, qui auraient pu être intéressés par les mathématiques. Et voilà, je pense que... Par exemple, oui, si on va enseigner des équations quadratiques, on peut dire, ça c'est la définition d'une équation quadratique, on veut trouver deux solutions, il y a une méthode qui complète le carré, ou je ne sais pas comment, et ça marche comme ça, et maintenant il y a 10 exercices à faire, et c'est un peu pas très intéressant. Mais si à la place on dit, on commence par trouver les solutions, petits exemples, et après on donne l'exemple, je sais pas, x carré plus x égale 1, quelque chose comme ça, et il n'y a pas une solution évidente. Peut-être on peut passer un peu de temps en réfléchissant qu'est-ce qu'on peut faire pour
trouver une solution. Et même si les étudiants ne trouvent pas la méthode, s'ils ont réfléchi un peu, une fois qu'on leur donne la méthode, ils disent « Ah oui, c'est un peu comme ça. » Juste dire des choses qu'il faut apprendre est moins intéressant que les faire réfléchir. Ça serait ma réponse. Merci. Oui, eh bien, on va remercier à nouveau Timothy Govers. Merci.